10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école, le 10h midi, l'émission qui est là pour vous renforcer en culture générale, en rencontres, en expérience et surtout en invités de marque. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Aujourd'hui, nous allions démarrer avec la rubrique agriculture, terre fertile, main verte. Avant de venir sur la rubrique tech, nous aurons à débattre comme thème sur les innovations et la durabilité en agriculture vers une production alimentaire responsable. Et pour cela, nous aurons comme invité sur ce plateau Hassan Goumbala, qui est élève ingénieur en 5e année d'agronomie, entrepreneur, cofondateur et DG de l'entreprise Natangé, spécialisé dans la production agricole et la gestion de fermes agricoles. Bonjour Hassan. Bonjour Maya. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur pour moi. Alors aujourd'hui, nous allions débattre sur ce thème innovation et durabilité en agriculture vers une production alimentaire responsable. Vous êtes un spécialiste en agronomie, élève pour le moment, mais de toute façon, vous êtes sur le terrain. Alors aujourd'hui, dans l'agriculture sénégalaise, dans la production, quels sont les principaux défis que rencontre cette population sénégalaise aujourd'hui? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Donc, je réponds au nom de Hassan Goumbala, élève ingénieur agronome en 5e année, option générale, entrepreneur, DG de Natangé, cofondateur de la start-up Mbaye Me Connect. Donc, actuellement au Sénégal, il faut savoir qu'il y a pas mal de défis à relever dans le secteur agricole, notamment avec le boom démographique, c'est-à-dire la croissance démographique exponentielle, les problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Il est de notre part de réfléchir sur comment mettre en place des systèmes pour relever la plupart de ces défis, à savoir produire en quantité et en qualité afin de satisfaire les besoins en alimentation de la population, mais aussi jouer un rôle pour la bonne préservation de nos ressources naturelles, à savoir les terres, la bonne gestion de l'eau. Je pense qu'actuellement, il y a ces principaux défis, sans oublier le défi majeur qui correspond à la conservation des produits issus de l'agriculture, mais également le défi sur l'écoulement de ces produits. Parce que la plupart des producteurs actuels rencontrent d'innombrables problèmes liés à la conservation, liés aussi à l'écoulement de leurs produits. Récemment même, il y a des producteurs de poteaux avec l'oignon. Il y en a qui ont perdu pas mal de rendement liés à la pourriture. Il y en a aussi d'autres qui font passer des appels aux clients, aux grossistes de venir acheter leurs produits avant que cela ne pourrisse. Donc, tous ces défis-là sont d'actualité et nous sommes là pour essayer de les relever. D'accord. Alors, produire en quantité et en qualité, ça, c'est vraiment le problème le problème majeur qu'on rencontre pas mal d'agriculteurs. L'écoulement pour les débutants, c'est pas très facile. Et la conservation. Et quand on parle de conservation, on va penser à la température au temps et notamment au changement climatique. Nous l'avions vu cette année-ci, même à Dakar, il ne faisait pas aussi froid que d'habitude que dans les autres années. Et là, on pense à vous poser la question à savoir comment est-ce que ces changements climatiques peuvent impacter aujourd'hui l'agriculture et quelles mesures, selon vous, peuvent être prises en compte pour, rallier cela. En fait, les effets du dérèglement climatique se font ressentir partout, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou même dans notre vie quotidienne. Et cela se traduit par une variabilité de la pluviométrie. C'est-à-dire aujourd'hui, on note par exemple vers la zone sud, autant il y a eu des moments où il pleuvait beaucoup et on note récemment une diminution de la pluviométrie, c'est-à-dire de la quantité d'eau qui diminue. Donc, cette diminution se répercute sur la production parce que il y a des petits producteurs qui dépendent entièrement de la pluie pour faire leurs grandes cultures, notamment en période hivernale. Il y en a d'autres aussi qui ont besoin de certaines quantités d'eau pour effectuer leur culture. Et à vrai dire, le dérèglement
climatique, le dérèglement climatique plutôt, impacte directement ou indirectement sur la production agricole en diminuant les rendements. Parce que quand il n'y a pas assez d'eau, quand il n'y a pas assez de pluie, on note une baisse considérable des rendements. Et aussi dans le domaine de la température, parce que en termes de production agricole, les plantes ont besoin d'une certaine température. Il y a les températures qui sont favorables à la croissance et à le développement. Par contre, il y a aussi d'autres températures qui leur sont néfastes. Donc, tous ces effets-là résultent du dérèglement climatique, dont l'homme est le principal cause. Voilà. Voilà. Mais bon, espérons qu'avec le temps, on va essayer quand même d'allier les deux et de faire en sorte que nous pourrions manger sainement et aussi de produire en quantité. Et comme nous parlions aujourd'hui dans le thème d'innovation, quelles sont aujourd'hui les principales innovations technologiques qui ont récemment transformé le secteur agricole ou qui a carrément contribué en tout cas à quelque chose pour pouvoir combattre ces problèmes? Vous savez, autant pour emblaver ne serait-ce qu'un hectare ou bien 2 hectares, nos producteurs étaient obligés de passer des heures, voire même des jours sur les champs afin de faire le labour d'une manière ramasser l'ensemble des travaux du sol. Mais récemment, avec la mécanisation agricole, on arrive à effectuer des travaux qu'ils faisaient pendant 4 heures de temps en seulement 30 minutes avec les tracteurs et ainsi de suite. Et notamment avec les intelligences artificielles, on note considérablement une libération de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu qu'il y ait 1000 personnes qui travaillent dans un secteur agricole bien déterminé ou bien dans un domaine de production, il faut uniquement 5 à 10 personnes avec les tracteurs automatisés, avec les systèmes d'irrigation automatisés, ainsi de suite. Donc, ça a aidé à libérer une main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre va être réorientée dans d'autres secteurs, que ce soit dans le domaine de la transformation, dans le domaine de l'industrie ou même dans le domaine du transport des produits agricoles. D'accord. Et ça, c'est quand même une bonne chose, surtout avec l'intelligence artificielle qui non seulement permet cela, mais va aussi permettre de faire, une mise à jour des informations partout dans le monde. Et aujourd'hui, comment est-ce que les drones et l'agriculture de précision contribuent-ils à l'optimisation des rendements agricoles? D'accord. Donc, commençons d'abord par les drones. Vous savez, aujourd'hui, il y a la cartographie qui nous permet de savoir réellement, en fait, l'occupation du sol, l'état de développement des cultures, mais également aussi l'état d'humidité du sol. Donc, avec ces images qui sont prises, bien évidemment, par les drones, l'homme peut détecter à distance ce qui se passe réellement dans son champ, à savoir quelle est l'humidité actuelle du sol, quel est l'état actuel de ses cultures, mais également aussi de la température actuelle de son champ. Donc, ces outils l'aident à une bonne prise de décision, mais également optimisent les rendements. Par exemple, récemment, il y a un de mes camarades, avec ses autres camarades qui ont mis en place ADV, Agri-Drone Vision. C'est une start-up qui confectionne des drones faits à base de matériaux récupérés. Et ces drones arrivent à fertiliser les champs. C'est-à-dire, autrefois, on arrivait à fertiliser un champ d'un hectare avec 30 minutes, 45 minutes avec les tracteurs. Mais eux, ils arrivent à le faire au moins de 10 minutes, 15 minutes. Donc, ceci permet un gain de temps assez important pour le producteur. Et en termes de production, le temps est tellement précieux. Parce que un déficit ou bien une perte de temps peut être colossale sur les cultures. Donc, ils aident vraiment à une bonne prise de décision, mais aussi en optimisant les rendements agricoles. D'accord. Cette start-up qui est en train de construire ces drones, j'espère que ces drones sont, on va dire, d'un coût abordable quand même, parce qu'on est au Sénégal. Bon, pour un début, bon, on peut dire que c'est pas le prix est assez élevé, mais avec le temps, ils espèrent réduire en fait le prix, parce que tout dépend en fait des matériaux qui constituent le produit fini. Comment on arrive à avoir ces matériaux et aussi le coût de ces matériaux. Donc l'ensemble de ces coûts combinés nous permet de fixer le prix de vente
de l'équipement du drone. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant de voir des drones qui fertilisent le sol quand même. Pour les gens paresseux, en tout cas, ça les aidera beaucoup et de pouvoir faire le travail rapidement. Alors, pouvez-vous expliquer comment les capteurs intelligents et l'Internet des objets appelés IoT sont utilisés dans les fermes modernes aujourd'hui? D'accord. En fait, les capteurs sont placés sur le terrain. Ensuite, ces capteurs vont recueillir des données liées à l'humidité, liées à la température, mais également aussi liées à l'état de développement des cultures. Donc, la base de ce recueil de données, c'est juste des algorithmes. D'accord. Donc, une fois que ces données sont recueillies, ils sont envoyés dans le système informatique. Et les systèmes informatiques les traitent pour donner à l'exploitant des recommandations pour une meilleure prise de décision. C'est-à-dire quand il faut irriguer, quand il faut arrêter l'irrigation, quand il faut en fait faire un traitement, quand il ne faut pas faire un traitement, quelle zone est humidifiée, quelle zone ne l'est pas. Donc, il faut dire en fait que la technologie doit être une nécessité pour les agriculteurs parce que on voit quand même que ça facilite le travail et ça aide quand même à faire les choses facilement et d'avoir surtout un aperçu global sur ce qui se passe même à distance. Et tout à l'heure, vous avez dit que avec le changement climatique, dont l'homme est fautif, mais aussi avec l'agriculture, l'homme est fautif en utilisant des engrais, des pesticides ou en abusant en fait de ces ingrédients, on va dire. Alors aujourd'hui, quelles sont les pratiques agricoles durables que vous recommandez pour réduire l'empreinte écologique de l'agriculture? Il y a tout d'abord en fait l'agroécologie qui consiste à utiliser, qui est un système de production qui utilise des principes écologiques issus de la nature avec l'association des cultures, la diversification des cultures, et ainsi de suite. Il y a également l'agriculture biologique qui se base uniquement sur l'application de procédés naturels uniquement. C'est-à-dire cette agriculture exclut carrément les pesticides, les engrais chimiques. Uniquement les moyens naturels pour protéger la culture, pour fertiliser ou même pour apporter des amendements. D'accord. Donc on peut dire que cette agroécologie, ainsi même que l'agriculture biologique, peuvent répondre aux défis environnementaux actuels. Oui, effectivement. En respectant les normes et en faisant qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'humidité du sol, en tout cas de comment un tout petit peu gérer son champ, la récolte et tout ça. Et de par là, on voulait connaître les techniques de conservation des sols. Parce qu'il y a des sols, je vais dire que ce ne sont pas tous les sols qui sont fertiles. Et de l'eau aussi, vous aviez parlé des difficultés pour certains agriculteurs d'avoir une eau parce qu'ils attendent toujours la période d'hivernage pour carrément cultiver. Donc comment aujourd'hui les techniques de conservation des sols et de l'eau que vous trouvez les plus efficaces? En ce qui concerne le sol, il y a des techniques parmi lesquelles on a la rotation culturelle qui consiste à alterner les cultures d'une année à une autre. Il y a également en fait la couverture du sol, la couverture végétale, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'il y ait une couverture sur le sol, c'est-à-dire ne pas laisser le sol nu. Et si on laisse le sol nu, ça peut entraîner des phénomènes d'érosion. Il y a également l'agriculture de conservation, c'est-à-dire faire le minimum de travaux du sol avec, par exemple, le labour minimum. Et en ce qui concerne la gestion de l'eau, il y a des systèmes d'irrigation qui nous permettent d'économiser l'eau, comme par exemple le système d'irrigation par goutte à goutte. Il y a aussi l'aménagement des bas-fonds. Donc si on réussit à aménager les bas-fonds, les producteurs pourraient avoir de l'eau selon le type d'aménagement réalisé. Par exemple les digues, ainsi de suite. Et en plus de cela aussi, il y a la GIR. On appelle GIR la gestion intégrée des ressources en eau. C'est une approche qui permet de mieux gérer l'eau de façon équitable et d'assurer en fait une bonne durabilité des ressources en eau. Alors merci pour les précisions concernant les techniques d'irrigation pour pouvoir conserver ces sols et aussi avoir un meilleur rendement. Alors tout à l'heure vous aviez plus parlé de main d'œuvre en disant que même en utilisant l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies,
cette main-d'œuvre ne sera pas perdue, mais sera réorientée dans d'autres secteurs, certainement de maintien et aussi de supervision. Et comment aujourd'hui la planification stratégique et la gestion des ressources humaines jouent-elles un rôle crucial dans la réussite des fermes agricoles? Vous savez, dans un business, bien dans tout domaine, il est toujours important de planifier. C'est-à-dire, c'est en planifiant qu'on arrive à peut-être anticiper sur certaines choses. Par exemple, dans une ferme, il faut planifier tout d'abord le choix culturel. Quelle culture je vais faire, ou bien même le choix de production. Par exemple, ne pas se limiter uniquement dans la production agricole avec les cultures de ça, mais aussi on peut aussi faire référence à la production animale. C'est-à-dire planifier tout d'abord le choix de ces cultures, quel système d'irrigation je vais utiliser, dans quelle superficie, et ai-je la main-d'œuvre qualifiée pour gérer en fait, cette production. Donc, une fois qu'on aura fait ça, il y a aussi une autre phase, c'est-à-dire être en concordance avec le marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne suffit pas de produire juste pour produire. Il faut produire pour satisfaire des besoins. Et pour satisfaire des besoins, il faut connaître son marché. Il faut connaître les variations de la demande dans le marché. Aujourd'hui, il y a des moments, par exemple, à cette période-là, en juin, mai-juin, il y a une forte demande du gombo, mais aussi du concombre. Donc, il faut toujours connaître à chaque période quelle est la demande du marché, quelle est la demande des clients. Après cela aussi, il faut essayer de faire en sorte ou bien de combiner l'ensemble des systèmes pour rentabiliser en fait, son projet agricole ou bien sa ferme agricole. D'accord. Mais si c'est par exemple un débutant, est-ce qu'il peut choisir de se spécialiser que sur une culture? Par exemple, que sur le gombo, ou que sur l'oignon, ou que sur la carotte ou la tomate. Mais il va se spécialiser que dans ça. Est-ce qu'il aura moins de chances de réussite que les autres qui sont en train de diversifier leur culture au fil de l'année? D'accord. Vous avez parlé d'un débutant. Et pour notre cas, au début, on s'était juste focalisé sur une seule culture. Parce que, en termes de spéculation, chaque spéculation a ses réalités. Chaque spéculation a ses besoins. Chaque spéculation a ses réalités sur, en termes d'écoulement, en termes de conservation. Donc, combiner plus de cultures, plus de spéculation, c'est-à-dire diversifier ces cultures pour un débutant pourrait être difficile. Parce qu'il faudra gérer non seulement en fait, l'itinéraire technique pour chaque culture, anticiper sur les potentielles maladies de chaque culture et aussi la préconisation sur les potentiels, sur la préconisation de moyens de lutte, c'est-à-dire de traitement pour chaque culture. Donc pour un début, ça pourrait être difficile. Le mieux serait tout d'abord de se concentrer sur une spéculation, maîtriser cette spéculation, développer son clientèle et par la suite se diversifier petit à petit. Et ça va permettre aux débutants d'avoir la main mise sur la production. C'est-à-dire chaque fois qu'il dépasse ou bien qu'il réalise une spéculation, le débutant a une certaine connaissance, pas théorique mais pratique sur la culture. Parce que d'habitude, en fait, ce qu'on nous apprend en classe est souvent différent de la réalité du terrain. On peut nous parler des choses sur les quais, alors que sur le terrain, ces choses sont extrêmement rares à voir ou bien même inexistantes. Donc, il faudra toujours aller petit pour, voilà, avec le temps, augmenter son champ de vision en diversifiant ses cultures. D'accord. Et en parlant de différence entre ce qui se passe dans le terrain et ce qui se passe dans les cahiers, vous êtes un élève ingénieur en 5e année en études d'agronomie. Alors, c'est rare quand même de voir quelqu'un arriver à son master, je vais dire, de commencer ou bien d'avoir déjà une exploitation agricole avec votre entreprise Natangé. D'habitude, c'est après avoir fait 5 ans d'études, 6 ou 7 même, après avoir fait des stages par-ci, par-là, et après, ou bien après avoir fait le chômage pendant 1 an, 2 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour aujourd'hui vous intégrer très tôt dans le domaine des exploitations agricoles et voilà, de mettre la main à la pâte?
Cette question, on me la pose très souvent. Donc, et tout est parti avec un de mes anciens, mon parrain, Moustapha Sakho, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. C'est-à-dire en fin de troisième année, il y avait un monsieur qui avait lancé un appel d'offres. Il avait besoin d'un technicien. Parce que technicien, c'est niveau Bac+3. Il avait besoin d'un technicien agricole. Donc, j'ai un ami, il m'a contacté. Donc, au début, j'avais un peu peur d'engager en fait, cette offre. J'en ai parlé à mon parrain. Lui, il était déjà sorti, il était déjà opérationnel sur le terrain. Donc, il m'a dit, accepte. Et nous serons là. Nous allons t'épauler. Nous allons te guider. Et en même temps, ça sera une forme de stage rémunéré. C'est-à-dire, tu vas travailler pour ce monsieur. En même temps, d'acquérir en fait, une certaine connaissance. Tu seras rémunéré. Tu vas juste considérer cela comme un moyen d'apprentissage, bien un moyen d'augmenter en fait, ta connaissance du terrain. Et partant de ce constat, je suis allé. C'était une ferme de 7 hectares située à Sipal, un village qui se trouve à Thiès. Donc j'étais là pour ses débuts, lui proposer des spéculations, lui proposer un petit aménagement en fait, de sa parcelle. Partant de là aussi, j'étais tout le temps en fait avec certains de mes anciens sur le terrain. Donc il y a eu même des moments où voilà, je dirais pas minimiser les cours théoriques, mais bon, j'étais plus sur le terrain. Après cela, une fois que le contrat est terminé, je me suis lancé dans mon propre business en vendant des pépinières. C'est-à-dire, il y a des gens qui passaient leur commande. Ils m'appelaient, me disaient que j'ai besoin de tant de plants d'alvéoles, de plants. Je leur dis, attendez, donnez-moi un instant. J'appelle les producteurs de pépinières parce que moi, je produisais absolument rien du tout en troisième année, quatrième année. Je faisais juste comme, voilà, certaines personnes. Une fois que j'ai des commandes, j'appelle les gens qui ont le produit. Je leur dis que vous vendez ce produit à tel point et j'en rajoute une certaine marge de 5 francs, 10 francs. Donc, si on combine 5 francs fois 10 000 plans, 20 000 plans, j'arrivais à avoir une petite somme. Et cette somme, je la mettais à côté. À la fin de la troisième année, fin mi-quatrième année, je me suis lancé avec un ami tchadien, Ahmad, dans la production et de temps à autre aussi, on faisait de petites prestations. On allait voir les producteurs qui avaient des problèmes sur leur champ, on leur parlait, on leur préconisait des solutions et en même temps aussi, s'ils avaient de certains travaux qu'ils n'arrivaient pas à trouver sur le marché, nous, on arrivait à leur fournir des gens qui pourraient effectuer ces travaux. Donc, tout est parti de là. Et actuellement, voilà, nous sommes natangés et nous avons 2 fermes, mais pas qui ne nous appartiennent pas parce qu'il y a, au début, on a juste loué pour des contrats de 2 ans. Après ces 2 ans, nous envisageons de nous spécialiser davantage sur la production en essayant d'avoir certaines terres. Et y aller petit à petit, Inch'Allah. Mais l'important, c'est déjà de s'y être lancé parce qu'il y a, comme j'ai dit, des personnes qui vont faire des stages par-ci, par-là, et qui ne vont pas avoir peut-être l'expérience du terrain. Par contre, vous l'avez déjà en étant en 5e année, donc ça, c'est déjà très bien. Alors, je rappelle le thème, hein, innovation et durabilité en agriculture vers une production alimentaire responsable. Et en parlant d'une production alimentaire responsable, on voudrait là se pencher beaucoup plus sur les principaux défis en matière de sécurité alimentaire, pas seulement au Sénégal, mais aussi au niveau mondial. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas juste de pouvoir avoir cette production, mais aussi que la population y ait accès. Donc, quels sont ces principaux défis, les principaux défis en matière de sécurité alimentaire aujourd'hui? D'accord. Tout d'abord, nous allons juste parler de la croissance exponentielle de la démographie. Donc, c'est-à-dire que plus la population augmente, plus les besoins en alimentation vont augmenter. Ça, c'est compréhensible. Donc, plus les besoins alimentaires augmentent, plus nous devons produire. Mais pas comment. Nous devons produire en quantité, je l'ai dit tantôt, mais aussi en qualité.
Parce que pour moi, ça ne sert à rien de produire en quantité et que la qualité n'y est pas. Donc, ça se traduit par des problèmes de conservation, par les problèmes liés à la santé. Après cela, il y a aussi les effets du dérèglement climatique sur l'agriculture qui impactent aujourd'hui considérablement la production agricole. Il y a également les défis liés à l'accès à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des producteurs voudraient produire, mais malheureusement, ils n'ont qu'une seule possibilité de production, c'est-à-dire la période hivernale. C'est-à-dire ils sont tributaires de la pluviométrie, dépendent considérablement de la pluviométrie. Donc l'accès à l'eau aussi est un facteur qu'il faudra gérer, qu'il faudra tenir en compte pour atteindre une sécurité alimentaire durable. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les innovations technologiques, est-ce qu'elles peuvent vraiment aider à résoudre ces problèmes de sécurité alimentaire? Ah bien sûr, parce que aujourd'hui, si on voit les drones qui arrivent à nous fournir un gain de temps assez important. En dehors de cela aussi, il y a les tracteurs qui arrivent à nous permettre d'avoir des rendements assez considérables. Parce que, il faut le dire, autant il y avait l'énergie humaine qui était utilisée dans les différents travaux du sol. Et cela, c'était épuisable. Ça demandait beaucoup d'efforts, ça demandait du temps. Et au finish, les itinéraires techniques n'étaient pas respectés aux normes strictes. Et ça se répercute sur les rendements. Alors qu'aujourd'hui, avec uniquement les tracteurs, on arrive à respecter les itinéraires techniques de base, mais aussi avec une certaine précision qui va impacter considérablement, positivement sur les rendements. Il y a aussi les IoT, Internet des objets. Cela aussi permet d'avoir une meilleure prise de décision, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne planification sur quand il faut irriguer, quand il faut faire ces traitements, quand il faut récolter. Également, il y a les technologies liées à la transformation. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de produire uniquement, mais quand on produit, quand on arrive à écouler une certaine partie, la partie restante, il serait préférable de trouver des moyens qui nous permettent de la transformer en sous-produits. C'est-à-dire les produits transformés sont beaucoup plus faciles à conserver sur le long terme. Donc tous ces facteurs-là sont à combiner pour avoir une meilleure sécurité alimentaire via les technologies de l'agriculture. D'accord. Mais quand même, on voit que tout le monde est en train de produire et il y a aussi le problème de l'autosuffisance alimentaire qui intervient parfois, pas qu'au Sénégal, mais aussi dans le monde. Et quelle stratégie, selon vous, hein, de manière personnelle, est-ce que vous conseillerez aux autorités compétentes, par exemple, de mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que nous tous soyons fournis en aliments, en nourriture saine, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop comment est-ce qu'on va dire, de rupture, et qu'il n'y ait pas, on va dire, même une famine. On ne le souhaite pas quand même. D'accord. Actuellement, je pense que la première des choses à faire, c'est de former les jeunes sur l'agriculture, sur les différents systèmes de production. Et ensuite, on sait que d'après les chiffres, il y a plus de 600 millions d'hectares de terres arables en Afrique, soit 60% des terres arabes au niveau mondial. Et pourtant, l'Afrique n'arrive pas toujours à atteindre une autosuffisance alimentaire assez importante. Donc, pour moi, je pense que l'une des démarches qu'on pourrait mettre en place, si on part par exemple du Sénégal, il y a des ingénieurs agronomes qui sortent chaque année. Il y a des terres arabes. Si on arrive à aménager ne serait-ce qu'une partie de ces terres arabes, qu'on mette ça sous la direction d'un ingénieur agronome. Après cela aussi, il y a des techniciens agricoles qui sortent. Et ces techniciens agricoles, combinés à ces ingénieurs agronomes, vont gérer, par exemple, des fermes de 5 à 10 hectares
On répartit ça. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des terres arables seront valorisées. L'ensemble de ces terres seront emblavées. Et ceci va nous permettre d'optimiser davantage la production. En plus de cela aussi, il y a l'idée de faciliter l'accès aux terres. Parce que récemment, on sait, les terres sont pas faciles d'accès. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes fonciers. Ouais. Voilà. Donc, sur ça, en fait, il faudra trouver des moyens en collaboration avec l'État et toutes les parties prenantes. Mettre en place peut-être même des sciences où il faudra sensibiliser la population sur l'accès aux terres, c'est-à-dire le foncier. En plus de là aussi, il y a l'accès à l'eau, comme je l'ai dit tantôt. La plupart des producteurs sont tributaires de la pluviométrie. Et cultiver 3 mois sur 12, bon, ça peut régler quelque chose, mais ça ne sera pas assez conséquent. Alors qu'on pourrait produire 12 mois sur 12. Avec les autres systèmes d'irrigation qui demandent l'utilisation de forages ou même de puits. D'accord. Et aujourd'hui, bon, espérons déjà que ces solutions soient prises en compte, parce que comme vous avez dit, l'accès aux terres, c'est très très difficile et des fois ça décourage quand même. Donc d'essayer de rendre beaucoup plus flexible et comme ça, les gens vont venir de partout pour pouvoir miser en tout cas sur les projets agricoles. Alors, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'agriculture peut-être dans une dizaine d'années? Si bien sûr l'innovation technologique est au rendez-vous, comment est-ce que vous voyez cela, que ce soit à l'échelle mondiale ou au Sénégal? Digitaliser. C'est le mot que je trouve assez Tout se fera à adéquat. distance. Digitaliser. Parce que avec les nouvelles technologies, même si c'est assez cher, on peut gérer sa ferme à distance. On peut même vendre à distance. On peut aussi vendre avant même de récolter avec les plateformes comme par exemple la plateforme de Mbaye Mi Connect. Ils visent à mettre en place un système qui va regrouper les différents acteurs du secteur agricole, à savoir les producteurs, à savoir les clientèles, c'est-à-dire les consommateurs, à savoir les grossistes, à savoir aussi les ingénieurs agronomes, sans oublier en fait les gens qui vont gérer le système de travaux du sol, à savoir les locataires de tracteurs, d'engins agricoles. Donc, sur cette plateforme, par exemple, si aujourd'hui, vous, Mbayang, vous voulez savoir réellement quels sont les produits qui se trouvent actuellement dans le marché et le prix de ces produits, il suffit juste de cliquer ou bien d'entrer sur la plateforme pour voir la disponibilité des produits, le prix, mais également aussi si vous êtes productrice ou bien entrepreneur, il suffit juste d'entrer sur la plateforme pour contacter directement les ingénieurs agronomes dans le cas d'appui ou bien d'accompagnement. Pour les clients, pour les producteurs aussi, on peut directement mettre leurs produits sur cette plateforme et nous allons gérer tout ce qui est la mise en rapport entre producteurs et consommateurs. Et aussi, via cette plateforme, les gens pourraient investir et voir l'évolution de leurs investissements à temps réel. Je m'explique. Si on lance une campagne, on dit que cette année, si nous allons lancer une campagne d'oignons sur 2 hectares, le budget demandé est de tel. Vous investissez 45 ou bien 10%. Vous allez voir comment votre investissement est dépensé du début jusqu'à la fin. Et aussi, vous allez voir comment en fait, la production se passe. Et une fois la récolte arrivée, vous allez aussi être directement en rapport, c'est-à-dire vous allez voir carrément comment on arrive à écouler votre produit, comment en fait on arrive à mettre ça dans le marché et quelle pourrait être votre rentabilité. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre projet ou je veux dire une innovation en tout cas dans le domaine de l'agriculture qui vous rend autant enthousiasme que celui dont vous veniez d'expliquer? Ou des outils qui sont vraiment top et que vous vouliez partager avec notre audience aujourd'hui? La télédétection.
D'accord. La télédétection, c'est comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est une manière de voir à distance ce qui se passe dans votre champ. Et c'est juste extraordinaire. Parce que vous pouvez être à Dakar et voir comment se comportent vos plantes. D'accord. Elles ont besoin de quoi? Elles sont dans quel état? Elles ont des maladies ou pas? Comment l'eau y est? Comment le sol y est aussi? Si Et l'eau vous est gérez. polluée ou pas. Tout à fait. Vous pourriez L'état. tout savoir à distance. Et à partir de cela, après cela aussi, il y a les engins automobiles. On appelle chez nous les tracteurs. Je pense que ce sont des innovations qui me passionnent. D'accord. Passionnent vraiment parce que ils ont beaucoup contribué à l'essor de l'agriculture. Ces engins ont beaucoup fait pour l'optimisation des rendements. Ces engins ont beaucoup fait pour la libération de la main-d'œuvre. Ces engins ont beaucoup fait pour le transport même de ces produits. Ces engins ont beaucoup fait. Donc, les tracteurs pour moi sont des innovations assez importantes. Et récemment, il y a des engins, des tracteurs qui ne demandent pas Assez de moyens. pas assez de moyens, mais qui ne demandent pas une certaine maîtrise. C'est-à-dire pas maîtrise, mais une certaine, comme les voitures. Elles demandent en À fait pouvoir les l'homme, manier. voilà, pour la manutention. Alors que ces tracteurs se manipulent automatiquement, ils sont automatisés. C'est-à-dire que vous êtes là avec votre tablette, vous faites entrer des données ou bien des consignes. Et le tracteur, lui, il va suivre ça pas à pas avec une certaine précision. Et ça, pour moi, c'est juste fantastique. En tout cas, on le voit sur votre visage. Et je rappelle que la télédétection, c'est un outil de la géomatique Tout à fait. qui est manié par des géographes. Hein. Même si les gens ne le savent pas, les géographes peuvent être insérés dans tous les domaines. Hein. Voilà. Donc la télédétection, c'est un logiciel carrément dans lequel vous alliez mettre à l'intérieur vos données topographiques qui va vous permettre même pas de savoir en temps réel ce qui se passe sur votre champ, mais une dizaine d'années de cela, comment était la terre et tout, vous auriez des informations sur ça parce que c'est un outil qui est connecté au satellite et ça permet vraiment d'avoir toutes les informations que l'on veut avoir. Alors je rappelle, nous étions dans la rubrique agriculture terre fertile, main verte et nous avions discuté des innovations et de la durabilité en agriculture vers une production alimentaire responsable. Nous avons commencé par parler du fait de produire en quantité et en qualité. Nous avions parlé des défis de l'agriculture au Sénégal et même au niveau mondial. Autrement dit, l'écoulement déjà des produits, la conservation de ces produits, le dérèglement climatique qui est aussi là, qui amène de quelques impacts par rapport à la production, l'accès à l'eau qui est un véritable problème pour les jeunes agriculteurs surtout, et aussi comment aujourd'hui l'innovation technologique est au cœur de l'agriculture avec la mécanisation agricole, l'intelligence artificielle, les objets intelligents qu'on appelle IoT qui permettent par exemple de réduire un travail fait par les main-d'œuvre de 4 heures de temps en 30 minutes. Donc pour montrer déjà cette innovation qui rapporte beaucoup pour les agriculteurs et aussi l'importance de la cartographie qui permet bien sûr de connaître la température de votre champ en temps réel, l'humidité du sol, autrement dit toutes les caractéristiques qui vont vous permettre aujourd'hui de mener à bien votre récolte et de pouvoir donner un rendement sain. Nous avions aussi parlé des drones, les capteurs intelligents qui permettent un recueil de données et qui vous permettent de mettre en place des stratégies pour mener à bien toujours votre récolte. Et nous avions aussi parlé de quelques techniques de conservation des sols et de l'eau qui sont efficaces pour l'agriculture. Vous aviez parlé de l'agriculture de conservation. Il y en a eu d'autres aussi, mais aussi le choix culturel. Autrement dit, aujourd'hui, quand on a un champ qui est nu, avant de s'y activer, il faudrait d'abord savoir quel type de culture il sera adéquat, le système d'irrigation aussi qui sera appliqué,
et aussi la main-d'œuvre qualifiée dont vous aurez besoin. Donc, ce sont tous des éléments à prendre en compte aujourd'hui avant de commencer, et aussi la variation de la demande dans le marché. Parce que, imaginez par exemple, vous êtes dans un endroit où eux, ils consomment beaucoup plus de carottes, et vous veniez et vous mettez par exemple des concombres et des tomates, parce que voilà, les Sénégalais d'habitude, ils aiment pas tous ces petits trucs là, c'est juste pour décorer, mais ils mangent pas trop. Donc imaginez que vous faites ça, vous alliez perdre. Donc selon la zone où vous exploitez, essayez d'avoir une information, un aperçu sur les variations de la demande dans le marché, et ce que Hassan nous a proposé comme solution par rapport à tous ces problèmes, c'est le fait qu'il faut former les jeunes. Et pas seulement former les jeunes, mais aménager les terres arables, parce que comme il l'a dit, en Afrique, il y a près de 60% des terres qui sont arables, mais pas que. Il faudrait aussi faciliter l'accès à ces terres, parce que nous voyons beaucoup de problèmes dans le domaine foncier, et donc si les autorités compétentes n'assouplissent pas trop ces lois, ces règles, ça n'encouragera pas les désirants voulant exploiter carrément ce domaine agricole, ne seront pas là pour pouvoir saisir ces opportunités. Alors, je rappelle que nous avions eu comme invité Hassan Goumbala, qui est un jeune élève en ingénieur en 5e année d'agronomie. Il est entrepreneur, cofondateur et directeur général de l'entreprise Natangé, spécialisée dans la production agricole et la gestion de fermes agricoles. Alors, Hassan, pour terminer, quel message est-ce que vous alliez laisser aux amoureux de la terre qui veulent débuter ou ceux qui n'ont même pas encore débuté, et aussi quel est votre mot de la fin aujourd'hui aux auditeurs de la télé-école? Merci Mbaye. Donc je dirais, en fait, mes conseils iront plus précisément à l'endroit des jeunes comme moi. C'est-à-dire que dans le domaine de l'agriculture, en fait, il faut être vraiment passionné. Il faut être vraiment passionné, parce qu'il peut y arriver à des moments où sans la passion, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez jamais continuer dans ce domaine. Oui. Et aussi, il y a la patience. Parce que en agriculture, c'est pas produire lundi et récolter mercredi. Il faudra un temps. Et durant tout ce temps, il faudra être patient. Être patient et ne pas se précipiter uniquement sur les résultats. Mais se focaliser tout au début sur comment le faire. Parce que si on maîtrise le comment le faire, on arrivera forcément à des résultats assez importants, assez significatifs. Et pour terminer, je dirais aux jeunes de vous lancer. Lancez-vous dans le domaine de l'agriculture, mais pas aveuglément. Et réfléchissez sur votre projet que vous voudrez mettre en place dans ce secteur. Mais également, soyez toujours avec des gens qui s'y connaissent. Entourez-vous de mentors, de parrains, bien même de vos amis qui sont dans ce domaine et qui maîtrisent réellement ce domaine. Et en termes de financement, il y aura des gens qui m'ont dit que comment nous allons faire pour avoir ce financement. Pour moi, l'aspect financier n'est pas un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons fait. Je pense que les autres jeunes pourraient le faire. Il suffit juste de vous associer et chacun va essayer de débloquer une certaine somme. Vous allez mettre ça de côté. Puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez avoir une certaine masse de somme et vous allez lancer votre business. Et même au sommet, les gens ne font plus les choses seuls. Ils collaborent. Donc, collaborons entre jeunes. Essayons de mettre en place des choses qui vont aider la population. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec la rubrique agriculture. Et comme je vais terminer avec vos mots, passion, patience et aussi collaboration. Donc, tout ne se fait pas du jour au lendemain. La terre ne peut pas se laisser pousser des arachides comme ça du jour au lendemain. On ne pourra pas en manger comme ça. Mais il faut de la passion tout d'abord. Et aussi de la patience pour pouvoir, on va dire, surmonter tous les obstacles qui nous attendent, parce que ça ne va pas être facile. Hein. Voilà. Donc, merci encore à Hassan Goumbala d'avoir été avec nous avec notre rubrique agriculture, terre fertile, main verte. Tout de suite, nous allions commencer avec la rubrique tech avec 2 jeunes spécialisés dans le développement web et mobile. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi.
C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. Gabirex soutient l'éducation. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. Gabirex soutient l'éducation. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. Dix heures midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. À présent, nous allons démarrer la rubrique Tech avec comme invité deux jeunes étudiants en développement web à l'Institut Curie de l'Université Cheikh Anta Diop et étudiants en informatique de gestion à l'ISBD. Alors, j'ai à ma droite Boubacar Mardiba. Bonjour Boubacar. Bonjour Mayenne. Et bienvenue à Télé-École. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai Tierno Cissé. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors, nous allions discuter sur le thème suivant, l'importance du développement web et mobile dans le monde d'aujourd'hui. Alors, déjà, Boubacar, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à choisir cette formation en développement web? Bon, avant tout, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre invitation et c'est vraiment un plaisir pour être ici. D'abord, pour moi, j'ai toujours été passionné pour la nouvelle technologie parce qu'il y a pas mal de moi qui aiment la technologie, la nouvelle technologie avec ses progrès. Maintenant, il y a des gens comme moi qui aiment créer des sites, des applications, etc. pour être dans leur vie. Voilà, c'est pour cela que j'ai toujours été passionné pour l'informatique, avoir l'esprit de créer des nouvelles choses, voilà, avoir des bonnes compétences et des bonnes bases sur l'informatique.
Voilà. Et de pouvoir contribuer à la science. Si. Alors, toi, Tierno, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir une formation en développement web? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous, Téléécole, pour cette invitation. Et on salue aussi Demba Camara de passage. Il faut savoir aussi que moi et l'informatique, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la tendre enfance. Étant tout petit, j'ai toujours été passionné par l'informatique et les ordinateurs et ces trucs. Plus tard, après avoir eu mon bac, j'étais orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je suis l'informatique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de ma passion mon métier d'avenir. C'est ce qui m'a motivé à choisir le développement. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous dis bonne chance. Merci beaucoup. Et développement web, informatique de gestion, comment est-ce que ces deux matières se complémentarisent? Bon, pour moi, de ma part, je veux dire que le développement web, c'est dans le cadre de l'informatique en fait. Parce que le développement web et l'informatique de gestion, je pense que ils se familiarisent parce qu'ils partagent même la même domaine. Et c'est l'informatique. Donc, je trouve pas de complications ou bien de problèmes pour cumuler les deux. D'accord. Alors vous, Tierno, en allant directement vers le thème, pour vous, pourquoi aujourd'hui est-ce que le développement web est quelque chose de très important et a quelque chose aussi de très significatif dans notre vie quotidienne? D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, le monde est en train de se digitaliser, tout envers le numérique. Et le développement web y contribue largement. Prenons l'exemple du commerce en ligne. Maintenant, tout se fait en ligne. Personne n'est là en train de exposer ses produits parce que la digitalisation nous a tout simplifié. Et nous sommes spécialisés dans ça afin de vous aider à mieux accomplir cet objectif. D'accord. Et en parlant de commerce en ligne, on pense à la confection de sites web. Tout à l'heure, vous en aviez parlé. Et concernant, au fait, comment est-ce qu'un site web déjà pourrait permettre à une personne de vendre en temps réel et aussi en permanence? Bon, les sites web, c'est quelque chose de très important parce que ça a vraiment innové les commerces, je veux dire. Parce que le secteur commercial, comme vous le saviez, il était vraiment, c'est un secteur très important dans la vie parce que ça vous rapporte beaucoup d'intérêt. Mais aussi, grâce au développement web, ils nous ont permis de créer des sites qui vont vous permettre de vendre vos produits en ligne. Supposons si je prends l'exemple de Amazon. C'est une plateforme ou bien un site qu'on a créé pour vous permettre de vendre vos produits à travers cette plateforme. Vous pouvez exposer tous vos produits et l'Amazon va faire le job à votre place. Parce qu'il va non seulement vous permettre d'avoir la possibilité de vendre vos produits sans pour autant que vous allez vous casser la tête pour essayer de trouver des clients. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais. Un moyen efficace en tout cas pour les commerçants en ligne. Et toujours sur toi, Boubacar, la façon dont est confectionné un site web de vente, est-elle confectionnée de la même façon par exemple d'un blog, par exemple un blog de lecture? Est-ce aussi la même configuration aussi qu'un site web, un site de presse en ligne pour ceux qui lisent directement les journaux sur Internet? Est-ce qu'ils ont la même confection? Un blog de lecture, par exemple, un site carrément de vente où on achète et tout, et aussi un site de presse en ligne. Est-ce qu'ils sont confectionnés de la même façon? Non. Les sites web, je veux dire que c'est deux modèles différents. Parce que si vous voulez confectionner un site web e-commerce, vous allez utiliser, je veux dire que vous allez utiliser une autre méthode. Parce que il y a même quand même des modèles à utiliser parce que dans le cadre du développement web ou bien dans le cadre de l'informatique, il ne faut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Parce que si tu as un client et tu veux le confectionner un site, que ce soit un site de presse ou bien un site web, tu dois pas faire quelque chose, tu dois pas faire tout ce que tu veux.
Il y a des normes, il y a des normes à respecter. Voilà, il y a des normes à respecter. C'est ce que veut le client, parce que le client est roi. Voilà, le client est roi. Donc maintenant, les articles que tu dois y mettre, c'est au client de se le donner. C'est à lui de te le donner. Les informations que tu as besoin aussi, c'est lui qui doit te donner toutes ces informations. Maintenant, pour confectionner ce site, c'est à toi de voir le design qui adapte au modèle de site que vous voulez, ou bien que le client veut. Voilà, c'est ça. Pour les sites de presse, c'est des blocs. C'est des blocs de lecture. Maintenant, je trouve que c'est pas assez compliqué comme par rapport au site e-commerce. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités à mettre sur les sites e-commerce que sur les sites de presse. Ouais. D'accord. Donc, si là, je voulais un site de vente, ça sera beaucoup plus cher que l'autre. Oui. C'est ça. Parce Ça prendra aussi beaucoup plus de temps. Voilà, parce que les sites e-commerce, ça génère des profits. Ouais. Donc, faudra payer un peu plus que les sites de presse. Parce que c'est pas la même chose. Et les sites e-commerce, ça prend plus de temps que les sites de blog. Effectivement. Ok. Et aujourd'hui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je veux dire qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités que par rapport au site de presse. Parce que là-bas, tu lis simplement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu lis simplement. Il n'y a carrément pas d'interaction. Ok. Exactement. Alors que dans les sites e-commerce, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Oui. Tu utilises des actions pour faire ceci, faire cela, pour commander. Il y a des actions pour commander. Il y a des actions pour voir les paniers, etc. Oui. Tout ce que vous avez commandé et tout. Les Exactement. différentes catégories aussi de ce que l'on veut aussi. acheter. Ouais. Et en parlant de catégories, dans toute filière ou domaine, d'habitude les domaines sont très vastes, surtout les domaines d'études. Est-ce que au niveau du développement web ou mobile, il y a une catégorie ou une spécificité qui catégorise certains développeurs d'autres développeurs? Autrement dit, est-ce qu'il y a plusieurs catégories de développeurs? Si, bien sûr. Dans le développement web, c'est multilatéral, je peux dire. Parce qu'il y a les développeurs front-end et il y a aussi des développeurs back-end. Nous, on s'est spécialisé développeurs front-end, à savoir la création de sites via WordPress et les frameworks et tout. Et les back-end, c'est ceux qui gèrent ce qui se passe derrière la plateforme. Mais nous ne gérons pas ça. Je pense que c'est deux genres de catégories qu'il existe. D'accord. Et donc, si je comprends, back-end, ce sont ceux qui sont carrément dans l'interface. Voilà, qui sont dans l'interface. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a, comment dire, entre le développeur back-end et le développeur front-end, qui a le plus de bagages? Plus de bagages. Entre les deux. C'est le développeur back-end. Oui. Parce que le développeur front-end, il gère la partie utilisateur. Et le développeur back-end, il gère tout ce qui se passe derrière le site ou bien l'application qu'il est en train de coder. Voilà, c'est un peu le concept. Et est-ce que le développeur back-end aujourd'hui serait, par exemple, apte à détecter, par exemple, un arnaqueur ou une personne qui voudrait faire du piratage? Bien sûr. Par rapport au développeur. Bien sûr, bien sûr. Grâce à des langages comme, par exemple, le langage C, il est capable de les détecter. Parce que le langage C, de nos jours, ça sert plus à la sécurité qu'à autre chose. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, Boubacar, quelle est la particularité aussi aujourd'hui des développeurs back-end, front-end plutôt? Et est-ce que aussi ce choix a été fait parce que c'est le développeur, par exemple, qui est le plus employé au Sénégal? Non. Ou bien c'est juste par passion? Ouais, je veux dire que c'est juste par passion parce que, bon, le développeur front-end et le développeur back-end, je pense que ils partagent même la même famille. Oui. Ouais. Le développeur front-end, si je peux prendre l'exemple de mon cher ami, Tcherno, c'est un développeur front-end. Supposons qu'il est développeur front-end alors que moi je suis un développeur back-end. Maintenant, il gère tout ce qui est de l'apparence sur le site. Parce que une fois que vous visitez le site, vous allez voir que des articles, etc. qu'on a déjà mis. Alors que derrière, il y a moi qui essaie d'esquiver toutes sortes d'attaques parce qu'il y a des choses, des logiciels malveillants qu'on utilise pour attaquer les sites ou bien pirater les sites, etc. Bon, c'est à moi de les esquiver.
Donc, les caractéristiques qui différencient ces deux domaines, c'est ça, en fait. Je veux dire. Maintenant, bon, j'ai choisi le développement front-end par passion. D'accord. Bravo. Alors, aujourd'hui, Tcherno, quels sont, d'après toi, les plus grands défis auxquels les développeurs web aujourd'hui au Sénégal sont confrontés? Selon moi, c'est le manque de reconnaissance. Parce que bon nombre de nos compères informaticiens sont en train de développer des sites ou bien des applications qui, aujourd'hui, peuvent révolutionner, non pas le Sénégal, mais le monde. Mais ils ne sont pas reconnus. C'est le principal défi que je pense que nous sommes confrontés. Ils n'ont pas, on va dire, la considération qu'ils méritent. Voilà, la considération qu'ils méritent. C'est ça. Et je vois quand même, il y a pas mal de concours qui sont organisés. Si, des hackathons. Oui, des hackathons. Oui. Il y en a eu, je pense, il y a de cela 10 jours, un hackathon où ils demandaient, je sais pas, le développement d'une application, je sais plus encore sur quel événement. Mais quand même, il y avait pas mal de développeurs qui étaient là. Quand même. Et de dire oui, voilà. En tout cas, bon, espérons que dans les années à venir, quand même, vous soyez reconnus comme il faut. Et aujourd'hui, Tcherno, à l'avenir, au terme de tes études, quel genre d'application est-ce que tu voudrais mettre en place ou quel logiciel? Pour cela, j'ai plusieurs projets en tête, mais je vais vous en citer un. J'aimerais créer une application dont tous les étudiants, ou même pas les étudiants, tous les élèves pourront bénéficier, à savoir trouver des professeurs en ligne. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Quand je faisais le cycle secondaire, j'avais besoin de répétiteurs et j'avais du mal à en trouver. Après avoir eu mon bac et après avoir appris l'informatique, je me suis dit pourquoi pas faire de cette expérience que j'ai vécue quelque chose de réel, de concret, d'en créer une application où l'utilisateur va se créer un compte et voilà, toutes les matières dont il a besoin seront accessibles en ligne. Après le clic, il verra tous les professeurs disponibles et il pourra les contacter et voilà, discuter avec lui pour des cours. D'accord. Très belle initiative quand même. Merci beaucoup. Alors toi, Boubacar, bon, certainement pour ton type d'application, je vais te le poser après, mais pour toi, quels sont après les débouchés après avoir suivi une formation en développement web et mobile? Après avoir suivi une formation de développement web et mobile, vous avez beaucoup plus de débouchés parce que je peux dire que le développement web, c'est un métier. C'est pas un domaine qui est vraiment théorique. Ça demande plus de pratique. Maintenant, si vous faites une formation, à la fin de l'année, si vous obtenez votre diplôme, vous n'avez pas besoin d'aller chercher du travail. Vous pouvez travailler pour vous-même. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont eu leur diplôme et ils ont créé leur propre entreprise, ils ont créé leur propre société et travaillé pour eux. Donc, je pense que il n'y a pas de débouché, je pense. Parce que, en grosso modo, c'est ça. Parce que, bon. Par exemple, avec une licence en développement web, vous pouviez déjà être pratique sur le terrain. Voilà. Vous pouvez déjà être apte pour le terrain, de travailler vis-à-vis avec des entreprises, créer des partenaires et tout. D'accord. Ouais. Alors vous êtes en 2e année. Tcherno, toi, aujourd'hui, quelles compétences est-ce que tu as déjà acquises qui est déjà là et que si quelqu'un était là, il pourrait t'employer pour cela dans le développement web? Dans le développement web, tout d'abord, la création de sites internet dynamiques. Et aussi, nous maîtrisons des langages, à savoir le HTML, CSS, le langage C et un peu de PHP aussi. D'accord. Si tu pouviez, dans ces langages, nous donner la signification terre à terre, parce que certainement ceux qui nous suivent ne connaissent pas ces langages. Donc, pour chaque langage, qu'est-ce qu'ils font exactement? D'accord. La configuration. Le HTML, CSS, ça gère la partie statique. Pour un site statique, c'est simplement statique. Le HTML, ça gère la mise en forme et le CSS, ça gère le design pour les sites statiques. Le PHP, ça gère la base de données. Tout ce qui est base de données derrière serveur SQL, MariaDB, tout ça,
c'est PHP qui le gère. Langage C aussi, comme je l'ai dit tantôt, ça gère la sécurité et tout. On peut aussi utiliser des applications comme CodeBlock et tout pour gérer le langage C. D'accord. Merci pour la précision. Je vous en prie. Et comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que le développement web peut être utilisé pour aborder des problèmes sociaux importants ici au Sénégal? C'est un domaine très important que vous venez de soulever. Parce qu'au Sénégal, je vais prendre le domaine national. Parce qu'au Sénégal, la plupart de la population est jeune, je pense dans les 80-85%. Et le principal problème est le chômage. Et le développement peut y contribuer grandement grâce à la mise en place d'une plateforme où les jeunes pourraient s'inscrire afin de trouver du boulot. Aussi où les entreprises pourraient s'inscrire afin de trouver des demandeurs d'emploi. Parce que bon nombre de diplômés aujourd'hui veulent avoir du travail, mais ne savent pas comment trouver du travail. Oui. Et les entreprises aussi veulent recruter, mais ne savent pas où recruter. Et le développement pourrait y contribuer grandement grâce à cette mise en place de la plateforme, qui pourrait cependant pas totalement éradiquer le chômage, mais y contribuer grâce à la plateforme pour diminuer le taux de chômage au Sénégal. D'accord. Tu avais quelque chose à dire? Bon, je pense qu'il a tout dit. D'accord. En tout cas, merci. Donc, on comprend en fait que le travail des développeurs web, c'est vraiment pour faciliter, on va dire, les conditions de vie. Si, c'est exactement ça. Personnes. Et quand on parle de développement web, c'est du codage. Mm-hmm. C'est du codage à la main, avec des lettres, des signes, plus, moins et autres. Si. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est capable de générer des codes. Mm-hmm. Est-ce qu'il est fiable de faire confiance à une intelligence artificielle? Par exemple, on va prendre ChatGPT, qui va vous générer un code. Et d'habitude, dans le codage, quand tu fais une erreur de frappe, que ce soit une lettre, un symbole, ou une virgule et voilà, tout, ça peut avoir un impact sur la mise en forme de la page, que ce carrément. soit, voilà, que ce soit au devant ou au derrière. Si. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous conseillerez, toi, Aboubacar, est-ce que tu conseillerais quelqu'un d'utiliser l'intelligence artificielle pour configurer son site web? Bon, moi, tout ce que je veux dire, je peux dire aussi, du moins, c'est le langage de programmation, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher. Par exemple, le ChatGPT, ça, il est là, c'est comme un assistant, parce que si vous allez quelque part dans une entreprise ou bien quelque part où vous voudrez travailler là-bas, il y aura forcément des assistants qui vont vous guider, qui vont vous donner des directives pour avoir de bonnes bases. Maintenant, ChatGPT, de ma part personnelle, je pense qu'il est là pour ça. Voilà. Parce que son rôle, c'est de vous guider. C'est de vous donner des langages de code où vous auriez quelques notions en fait, pour en modifier quelque chose, apporter des modifications et pour augmenter aussi, ou bien accroître votre compétence. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est pas normal pour un informaticien de faire confiance à ChatGPT. Quand on vous donne des exercices à faire ou bien des projets, vous n'avez pas à aller chercher, faire des recherches ou bien essayer d'augmenter votre compétence en faisant ce job, mais de faire confiance à ChatGPT pour qu'il vous génère le code, pour que vous alliez juste faire du copier-coller et tout. Je pense que c'est pas un bon caractère pour un développeur. Personnellement, je pense que l'intelligence artificielle est une révolution importante de l'informatique. Parce que ça nous facilite beaucoup la vie. Pour ce que je devais dire, devais conseiller, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais ne pas trop s'y référer. Parce que aujourd'hui, supposons qu'on nous demande à construire un site et qu'on puisse tous les documents sur ChatGPT. Et quand un entretien, on nous dit de venir pratiquer. Là, il y aura problème. Parce qu'on n'aura pas toutes les ressources nécessaires afin de reproduire ce que nous avions fait. Certes, ChatGPT ou l'intelligence artificielle est là pour nous aider, mais nous ne devons pas trop y abuser. C'est ma contribution pour cette question. D'accord, merci beaucoup. Alors toi, Boubacar, quand tu seras au terme de tes études, quel genre d'application web ou mobile est-ce que tu voudrais mettre en place?
Bon, de ma part, quand j'aurai obtenu mon diplôme, j'aimerais créer une application où, comme ce que mon ami vient de dire, ça touche un peu ce domaine. C'est le domaine de l'apprentissage. Parce que vous saviez bien que le Sénégal ici, nous avons ce problème. Parce qu'il y a pas mal d'élèves ou bien d'étudiants qui sont dans les secteurs ruraux, et qui souffrent de ce problème. Parce que il y a des étudiants ou bien des élèves qui veulent avoir de la compétence ou bien beaucoup plus de connaissances sur ce qu'ils font. Parce que les études que nous faisons, ça ne suffit pas. Si tu es élève et que tu veux réussir, donc il y a des traits de caractère ou bien il y a des choses que tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que vous devrez aller chercher. À savoir aller sur les plateformes ou bien créer avoir des compétences ou bien essayer de trouver des quiz, faire des exercices, etc. Afin de se parfaire. Voilà, afin de se parfaire, c'est ça. Maintenant, je voudrais créer une application qui marche en ligne comme en hors ligne, qui vous offre des cours gratuits pour certains étudiants ou bien pour certains élèves, je veux dire. Voilà. Des cours de contenu accompagnés par des quiz, etc. Et il y aura aussi des chats. Si vous avez du mal à comprendre quelques notions, vous pouvez, il y a une partie de description où vous allez mettre vos questions. Après, nous allons vous revenir tantôt. D'accord. C'est cette genre d'application que je voudrais mettre en place. Voilà, pour faciliter la tâche aux élèves. Et ça aussi, c'est une très belle initiative. Et là, je vais essayer de citer une plateforme d'apprentissage que l'on appelle Khan Academy. Je ne sais pas si vous connaissiez. Donc moi, malheureusement, je l'ai découvert après mon baccalauréat. Parce qu'avec le bac, les LN, tout ça là, pour ceux qui sont en classe scientifique. Voilà. Donc avec maintenant la plateforme, les cours sont gratuits. Donc Khan Academy, ça c'est une plateforme arabe. Mais quand vous y entrez, vous pouviez changer la langue en français, anglais ou toutes les langues. Voilà. Donc, vous y entrez, c'est gratuit. Par exemple, il y a le cours sur LN de 1 et autres, les calculs, les limites et autres. Vous y entrez, il y a le cours qu'on vous met. Après, il y a l'exercice. Et dans l'exercice, avant de vous donner l'exercice, il y a ce qu'ils vont appeler une démonstration. Dans lequel ils vont vous montrer les calculs un à un. Et moi, quand après j'ai vu ça, j'ai beaucoup plus compris que quand le professeur était devant moi. Même avec le répétiteur, j'ai beaucoup plus compris avec l'application que lors des cours. Et ils possèdent pas juste un site web, ils ont aussi une application mobile. Quand vous tapez Khan Academy, vous verrez. Et là aussi, je vais pas que parler de Khan Academy. Il y a aussi la plateforme Udemy que vous, les développeurs, vous pouviez vous tourner parce que dans la plateforme Udemy, par exemple, à l'université, j'ai un professeur. Lui, il a mis là-bas des cours en ligne. Vous mettez vos cours en ligne, des cours que vous enregistrez directement. Et chaque mois, vous recevez votre argent. Donc, pour dire qu'avec cette technologie, en fait, il y a moins d'efforts. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Et en même temps, les élèves là-bas ou même les étudiants peuvent suivre là-bas des cours. Donc, il y a aussi des cours de courte durée comme de longue durée qui peuvent durer un jour, une semaine ou quelques mois. Donc vous aussi, vous pouviez vous tourner avec ça. Pour ceux qui, par exemple, veulent mettre leurs cours, vous pouviez mettre, par exemple, des prix payants, mais quand même abordables. Et aussi que ça soit, et aussi que le prix d'achat des Sénégalais soit pris en compte. Donc des plateformes, Khan Academy, n'hésitez pas en tout cas à aller le voir, surtout pour les élèves en classe de terminale, surtout S. Ceux qui sont en classe scientifique, je recommande vraiment d'aller sur cette plateforme. Alors, Tcherno et Boubacar, vous êtes deux étudiants en développement web à l'Institut Curie de l'Université Cheikh Anta Diop et aussi en informatique de gestion à l'ISBT. Il y a pas mal d'étudiants aujourd'hui où les nouveaux bacheliers ils préfèrent aller vers le privé qu'aller vers le public. Et vous aviez choisi de combiner les deux. Déjà, comment est-ce que vous faites pour combiner aussi les cours et de pouvoir passer en classe supérieure? Tout d'abord, je dois dire que c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que il y a des jours où les heures de cours de l'école privée et de l'université
comment dire, coïncident entre elles. Et ce que nous pouvons faire, c'est sacrifier une pour aller faire une autre. Et la plupart du temps, nous sacrifions l'informatique de gestion pour aller faire le développement web. Mais des fois aussi, on change. Vous faites vice-versa. Voilà. Des fois, on change, on fait l'informatique de gestion plutôt que le développement web. Ouais. Et je dois dire que on n'a pas regretté. On n'a pas regretté. Parce que, comme vous le savez, dans les mois passés, il y avait eu des tensions à l'université qui s'est vu fermer ses portes durant presque 8 mois. Et si nous n'étions pas à ISBD, nous aurions perdu beaucoup de temps. Raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas aller continuer les études à ISBD et attendre jusqu'à l'ouverture des portes de l'université pour aller continuer nos études. D'accord. En tout cas, bravo pour ça. Et Boubacar, toi, comment est-ce que tu vis cette situation? Ouais, donc pour apporter des contributions sur ce qu'il a dit, je trouve que c'est pas aussi facile. Parce que bon, le fait de cumuler 2 cours, dont les 2 écoles ne sont pas les mêmes, c'est quelque chose de vraiment très très dur. Parce que souvent, tu auras même des problèmes. Si tu as un examen à l'ISBD alors que tu as un cours à l'université, tu es obligé de sacrifier le cours de l'université pour aller faire l'examen de l'ISBD. Donc je trouve que c'est pas... Ouais. Voilà. L'important c'est aussi de pouvoir toujours se rattraper, hein. Ouais, voilà, surtout ça, de se rapprocher des autres. Pour au cas où s'il y a une interrogation, voilà. Un devoir surprise. Si. Voilà. Donc, Tcherno, selon toi, quelles sont les responsabilités éthiques des développeurs web aujourd'hui dans la création des nouvelles technologies? Quand vous me posez cette question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le piratage. Parce que bon nombre de nos compères informaticiens ou développeurs utilisent leurs compétences en informatique à des fins néfastes. Et je pense que tout développeur ou informaticien devrait avoir l'éthique, la déontologie et la morale avant de se lancer dans toute chose. Et que toute chose que tu dois mettre en place devrait avoir un but éducatif afin d'aider la population. C'est ma contribution à cette question. D'accord, merci beaucoup pour ça. Alors Boubacar, depuis que tu es dans le domaine du développement web, est-ce qu'il t'est arrivé d'amener tes compétences dans une association, dans un groupement de jeunes au sein de ta communauté? Je peux dire oui, parce que là où j'habite, à Djopel, je suis dans un dara qu'on appelle le dara Mafatirul Bichiri, comme dans un dara aussi qui s'appelle le dara du Safar. C'est 2 daras où je suis je peux dire, je suis pas leur développeur, mais je suis en même temps, je gère leurs médias en quelque sorte. Parce que tout ce qui a de contenu dans les réseaux, ou bien quelque chose, c'est moi qui gère ça. Donc, je peux dire que c'est moi qui a fait la formation et je me suis dit pourquoi pas gérer le réseau, parce que tout ce qu'on fait, même dans la vie, ou bien dans la société, il faut qu'on crée aussi que l'on mette en pratique. Voilà. Et aussi au service des autres. Voilà, aussi, surtout ça. Aussi, et qu'on avoir des profits sur les réseaux. Parce que le monde est carrément orienté dans le web. Franchement. Donc, tout ce qu'on veut visualiser, ou bien quelque chose de ce genre, il faut qu'on aille cliquer quelque part pour rechercher, faire des recherches, ou bien voir des daras qui font les grands magasins, ou bien les événements. Vous allez tout juste avoir des contenus, etc. Maintenant, je me suis chargé pour dire pourquoi pas faire ce job à la place. Et il faut genre, apporter une autre couche personnelle dans l'évolution de la société, grâce à nos connaissances et aux compétences acquises au cours de notre formation. Tout à fait. En tout cas, c'est prometteur, hein, tout ce que vous êtes en train de dire. Merci. Et aussi, quand on parle de développement web et de développement mobile, Tcherno, par exemple, pour la configuration d'un site web toujours, est-ce que ce sera la même chose de confectionner une application mobile? Est-ce que le développeur, par exemple, front-end ou back-end, est possible de faire, de créer une application mobile, ou est-ce qu'il y a aussi une autre filière qui permet de faire cela? Non, tout peut être
inclus dans le développement web, mais la manière de faire diffère. Parce que pour créer une application, on peut utiliser divers logiciels, à savoir les Unity 3D, Unreal Engine et autres. Alors que pour faire des sites internet, on peut pas le faire avec Unity, parce que c'est seulement orienté application. Mais pour faire des sites, on peut utiliser des langages, à savoir le HTML, CSS pour des sites statiques, inclut aussi PHP, des frameworks comme WordPress, Wix, JavaScript et tout. La manière de faire diffère, en fait. D'accord. Et aussi, j'avais entendu parler de quelqu'un qui disait que pour avoir une application mobile, il faut d'abord avoir un site web. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas aussi vrai que ça. Tu peux avoir une application sans avoir un site web. Mm-hmm. Ok, d'accord. Mais je pense que les sites web sont beaucoup plus accessibles que les applications. Ah bon? Bah, parce que, bon, je peux dire que les gens, ils ont tendance à visiter les sites web au lieu de rester là à télécharger des applications pour avoir des contenus. Donc, il suffit juste d'aller sur Google, taper ce que vous voulez regarder, après vous allez quitter. Je pense que c'est beaucoup plus simple que de posséder une application qui va remplir ton stockage. Voilà. D'accord. Et moi, par contre, je préfère les applications. Parce que parfois, quand la connexion est lente, par exemple, tu veux entrer sur Jumia ou peut-être Amazon ou Alibaba, tu entres sur, ton serveur. Parfois, les serveurs sont lents. Mais avec les applications mobiles, au moins, quand tu viens juste, tu vas sur le bouton. Et moi, je me dis que là-bas, le temps il est beaucoup moins réduit quand même. Mais de dire quand même que l'application mobile nécessitera, par exemple, une publicité pour celui qui la met en place, on va dire. Par contre, ceux qui ont un site web, si tu pars sur Google, tôt ou tard, en fait, ce sera affiché, on va dire, sur les différentes recherches qui seront, les différents résultats de recherche qui seront là. Alors, toujours Tierno, tout à l'heure, tu as parlé de création de sites web dynamiques. Donc, un site web dynamique est une catégorie de sites. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres catégories? Si oui, est-ce que tu peux les citer? Il y a des sites dynamiques et des sites statiques. Les sites dynamiques, ça permet d'interagir avec l'utilisateur. D'accord. Et les sites statiques, je peux dire que tu cliques un bouton, ça t'amène ça n'interagit pas. C'est pour cela qu'on utilise seulement le HTML, CSS pour les sites statiques. Pour les sites dynamiques, il y a du Java, du PHP. Quand tu fais une action, en fonction de l'action que tu as fait, ça va amener une réponse en fonction de ta réponse. Alors que si c'est dynamique, peu importe l'action que tu fais, ce ne sera pas dynamique. Tu fais ça t'amène ça. Et tu contactes, en fait. D'accord. Donc, c'est compris à présent. Donc, si moi, je voudrais un site web, je vais commander un site web dynamique. Ce sera plus intéressant. Comme ça, personne ne va me tromper. D'accord. Alors, Boubacar, quel conseil est-ce que tu donnes aujourd'hui à ces jeunes qui ne se sont pas encore tournés vers la technologie? Bon, pour ce sujet, j'aimerais vraiment l'aborder en Wolof, franchement. Allez-y. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent se lancer dans le monde du développement web, alors qu'ils n'ont pas reçu des bons conseils du moins. Voilà. Aduna dafa nekk loo xamante ne lu xaw a metti la. Mun naa bañ a wax sax lu xaw a metti, mais lu metti laay wax. Parce que dara xëy rek sotti. Ñun ñëpp ay ndaw lañ, ay xale lañ. Fii kenn mënul dara. Ñun ñëpp dañuy jéem te à chaque fois on est toujours à la recherche de nouvelles compétences. Donc nekkul ne maanaam dañ ci nekk tey suba nga xëy bàyyi. Un bon développeur doit toujours pratiquer. À chaque fois, à chaque instant foo ko fekk. Un développeur ne doit pas amul droit di toog journée boo xamante ne maanaam genre deful dara loo xamante ne ça relate avec ce qui le codage. Voilà, ça relate pas avec le codage. Parce que développement rek moo toll foofu. te à chaque fois il y a des nouvelles mises à jour. À chaque instant. Surtout. Voilà, à chaque instant. Et si tu restes boo toogee benn temps boo xamante ne defoo dara, bon, les autres vont avoir une longueur d'avance par rapport à toi. Chaque journée doit être une journée d'acquisition de connaissances, voilà, pour parfaire ses compétences. D'accord. Alors moi, j'ai eu à faire
une formation en développement web de courte durée avec la création de sites web avec WordPress. Si. Donc, j'ai vu au fait que comment dire, le codage ou le développement web nécessite beaucoup de concentration. Énormément de concentration. Et qu'il faut être très, très, très vigilant, surtout peut-être si on est avec des clients qui sont exigeants. Et de dire que c'était un cours avec Bakili Shop. C'était une formation gratuite. Ils nous avaient renvoyé vers leur page YouTube avec un cours d'1 heure de temps. Et c'était ce cours après qu'on devait appliquer en créant un CV professionnel. Et juste pour insérer la photo. C'était tout un problème. Et de la redimensionner et tout. Et je pense que parmi les participants, il n'y avait qu'une seule qui avait réussi. Elle avait réussi parce que c'était sa sœur, en fait, qui était développée. Mais nous tous, tu vois les écritures. Ici, il y avait de grosses écritures en gras. Après, tu vois un gros saut de ligne, on comprenait même pas ce qui se passait. Juste pour dire que il faut en appliquer tous les jours. C'est carrément dans le domaine de l'informatique, tout ce qui est logiciel informatique. Soko baye rek ben instant, automatiquement, donc quoi est fait. Et qu'au fait, il faut un temps boo xam ne genre il faut constant. Comme par exemple, tu vas dire que chaque jour, de midi à 14h, damay nekk par exemple sur avec les langages HTML et CSS pour tout ce qui sera graphique, mise en forme et tout ça. Et les personnes, en fait, c'est en voyageant, en allant dans d'autres pays qui sont beaucoup plus calés en technologie, qui se voient que carrément, nous n'étions pas informés. Donc, comme tu as dit, il faut être informé en temps réel. Et toi, Tcherno, qu'est-ce que tu as comme message à lancer à ceux qui sont déjà, par exemple, dans le métier du développement web ou les jeunes qui ne se sont pas encore intéressés à ce domaine? Et tout d'abord, comme l'a très bien dit mon ami, j'aimerais moi aussi parler en Wolof. Parce que, comme vous savez, la plupart des Sénégalais sont autodidactes. Oui. Comme si nous prenons par exemple le métier d'infographe. Quasiment la moitié des Sénégalais qui sont infographes sont autodidactes. Ils apprennent eux-mêmes. Et la plupart ne sont pas passés par les bancs. Oui. Et j'aimerais lancer un message en Wolof pour eux. Aduna, bo ci nekkee, tout le temps il faut ngay jàng de nouvelles choses. Parce que, comme ni nga waxee sànq, boo toogee, li nga jàngoon danga koy fàtte. Et il faut, au jour le jour, essayer de se parfaire, d'acquérir de nouvelles connaissances. Développement nekkul loo xamante ni nii dafa yomb. te boo ci bëggee dugg informatique si boppam moo vaste. Tout d'abord avant ngaa dugg ci développement yi boo dugg ci informatique faut d'abord se spécialiser. Tantôt se spécialiser, après construire son projet professionnel et se fixer des objectifs et se donner les moyens de l'atteindre. Boo ko defee boo duggee ci développement yi di nga xam bu baax a baax lan moo lay xaar te boo ci duggee di nga xamante ni nii c'est un domaine qui nécessite des connaissances solides parce que connaissances solides yooyu boo ko bëggee am faut de la concentration faut ngay toog xam bu baax a baax li ngay def et laisser toute distraction inutile. C'est le message que je voudrais passer à ceux qui veulent intégrer l'environnement du développement. Le développement web. Oui. Et ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Au plus grand jamais. Never give up. Et aussi, il faudra se préparer. La récompense est au bout de l'effort. Ñuy def ay effort chaque jour. Te xam ni buñ bàyyee du baax parce que on a des gens à entretenir. Voilà. D'accord. En tout cas, j'espère que le message passera bien. Et moi aussi, j'ai quand même un message à faire passer. Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'infographie. Au Sénégal, surtout les jeunes, dañoo faral di gis benn domaine, surtout domaine informatique. Dañ ko bëgg. Ne rek man mën naa ko. Par exemple, ñoom dañuy wax bureautique. Bureautique, c'est par exemple pouvoir maîtriser Word, PowerPoint, Excel. Merci. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un logiciel qui s'appelle Access et qui peut recueillir des données. Ça, c'est beaucoup plus utilisé par les géographes et certains professionnels. Donc, dañuy ñëw tey ji ne la damay def formation bureautique. Yow mi di nga gis ne que la formation n'est pas complète. Di nga gis kenn koo xam ne il a dit man infographe laa bëgg a doon. Xam nga tey suñu waxee que yow tu es infographe. Infographe, faire de l'infographie, c'est de pouvoir confectionner une affiche ou de mettre en place une vidéo. D'accord. Ça ne sera pas juste question de mettre en place une affiche. Affiche, il faut que ça soit agréable à la vue. Attrayant. Merci. Il y a des personnes qui n'agencent pas bien les couleurs. Autrement dit, il y a des caractéristiques, il faut respecter. Surtout le design. Le design, il faut respecter. Comment est-ce que tu vas
interposer les titres fi nga war a def par exemple ici le prix si c'est une formation ou autre soo ko respecter ce sont des critères yoo xam ne nit teg yi ngay liggéeyal quand des professionnels vont venir kooku moo nar a am problème parce qu'il n'a pas respecté les normes donc même si ñi nga xamante ne tey ji ils sont autodidactes maanaam ñoom tey ji ñoo jàngal seen bopp ba di amal seen bopp il faut que ñuy informer surtout loolu et donc le développement web aussi ça va être ça il y a certainement de nouvelles fonctionnalités qui sont là surtout pour les sites web dynamiques ou même les sites statiques donc il y a des formalités qui sont là le design est à prendre en compte ba nga xam ne tey ji soo defaree ce site nit ki day ne jàkk dugg si rek même s'il n'était pas intéressé dina dugg quand même xam les couleurs là qui m'attirent lan lay wax et qu'est-ce que je peux en tirer de plus donc c'est pas parce que tey jii lii nekk na tendance que waaw da nga siy dugg ne capax rek dugg il faut avoir comme tu as dit des compétences solides il faut avoir de la passion il faut aussi avoir de la patience et aussi il faut aimer la collaboration entre nous voilà. Surtout et aussi ça c'est très important voilà, pouvoir servir sa communauté donc merci d'avoir eu à donner pas mal de conseils à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, je rappelle le thème, nous étions dans la rubrique Tech comme thème, l'importance du développement web et mobile dans le monde d'aujourd'hui. Nous avions eu comme invité Boubacar Mardiba et Tcherno Sissé, qui sont tous les deux étudiants en développement web, notamment en développement front-end à l'Institut Curie de l'Université Cheikh Anta Diop et étudiants aussi en informatique de gestion à l'ISBD de Dakar. Alors, en commençant, nous avions tout d'abord parlé de l'importance de ce développement web, à savoir qu'aujourd'hui, pour le commerce en ligne, pour tout le monde, il nécessite tout simplement d'avoir un site web pour pouvoir maximiser ses ventes et de dire que cette technologie est très importante parce qu'elle permet à ces commerçants, ces jeunes entrepreneurs d'avoir aussi d'autres canaux de visibilité. Nous avions aussi parlé des différentes catégories de développeurs, à savoir les développeurs front-end, les développeurs back-end. Le développeur back-end, c'est celui qui est beaucoup plus sur l'interface. Madame, qui page bi. Celui qui est le développeur front-end, comme les deux, ñooy habillé page bi nekk ci kanam. Autrement dit, comment dire, la mise en forme avec HTML, CSS et autres, la mise en forme, design bi affaire nu muy rafetee soo duggee taxi page ni nga koy gisee, ce sont eux qui le font. Et les défis soulignés par eux, c'est le manque de reconnaissance et de considération par les autorités compétentes, parce que les personnes qui sont là pour, on va dire, faciliter les conditions de vie de la population en mettant en place des plateformes pour faciliter vraiment l'intégration professionnelle des jeunes qui sont là, ils se sont vraiment des personnes à encourager. Et concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, par rapport à la contribution avec le codage, de dire comme conseil, ce qu'ils ont dit comme conseil, c'est de ne pas trop s'y fier parce qu'il peut avoir des erreurs et un professionnel ne doit pas s'apesantir sur cela, mais de dire quand même que l'intelligence artificielle peut amener une contribution ou être tout simplement un outil d'assistance. Et ils ont aussi parlé de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir mettre en place des plateformes d'apprentissage qui seront là pour aider les enfants ou pour ceux qui n'arrivent pas à avoir de répétiteurs dans leur communauté. Et là, j'ai eu à donner l'exemple de Khan Academy et de Udemy. Khan Academy qui est vraiment une plateforme gratuite pour ñi nga xamante ne ils veulent avoir des cours, surtout ñi nga xam ne ñoo nekk en classe d'examen 4e, 3e. Il y a tous les niveaux. Day am cours, day am exercice, day am aussi correction bi ak aussi la démonstration. Donc ceux qui ont des problèmes avec les calculs en mathématiques, nga nekk série littéraire ou les séries scientifiques, aussi duggee ko dina la won pas à pas ce qu'il faut faire et que di nga gën a mën a comprendre sax que prof bi tey ji lu mu lay jàngal école bi au sein de la classe. Et comme dernier message, ils ont lancé et à dire à ceux qui veulent se lancer dans le développement web, de savoir que ce n'est pas une chose facile et que mënoo tëb tey ji commencer nga ne da ngay bàyyi. Développement web tey ji dafa nekk benn domaine boo xamante ne c'est un travail continuel maanaam chaque jour tey ji war na am loo si jàng de plus parce que quand on parle de technologie c'est quelque chose qui on va dire évolue au fur et à mesure et de jour en jour parce que tey ji à part le Sénégal am na yeneen pays yoo xamante ne ils sont beaucoup plus outillés et ils sont beaucoup plus dans un espace interactif boo xamante ne dafay encourager tout ce qui est
on va dire, di gëstu ci technologie. Donc, c'est vraiment un métier boo xamante ne chaque jour am na lu bees ci ne. Et c'est un métier, voilà, évolutif. Et aussi de dire qu'il faut être très concentré quand on fait du codage, du développement web, et être aussi, comment dire, vigilant, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sont des lettres, ce sont des chiffres. Il suffit de faire ben chiffre, ou ben lettre, ou un symbole plus moins, ou le symbole supérieur rec. Au niveau de la page, il y a un problème, ou ce qu'on appelle un dysfonctionnement, voilà, de ce qui est mis, de ce qui est mis au niveau de la page. Voilà. Et ils ont aussi parlé de passion, parce que c'est vrai que on peut être un soutien de famille, on a une famille à entretenir. Mais il faut aussi savoir que si la passion n'est pas au rendez-vous, ça va être très difficile de pouvoir aller jusqu'au terme de sa formation. Alors, je vous dis encore merci quand même d'avoir été là. Alors, aujourd'hui, Thierno, quel est le mot de la fin que tu laisses à ces amoureux de la technologie, que ce soit en développement web ou en informatique, ou bien sûr aux auditeurs de télé-école? Comme je le dis le plus souvent, never give up, ne jamais abandonner. Parce que si vous abandonnez, vous aurez donné raison à ceux qui ne veulent pas qu'on avance. Et surtout ça. Et ceux qui veulent le développement web, je vous conseille le site du Zéro, qui est devenu maintenant openclassroom.com, parce que ça m'a beaucoup aidé à maîtriser certains langages et des frameworks aussi. Merci beaucoup. Alors, Boubacar, quel est le message que tu nous laisses à nous et aussi aux jeunes qui nous regardent? Avant tout, j'aimerais vous remercier vraiment parce que c'est pas facile de venir ici pour extérioriser ce qui est en nous. Franchement, ce que je veux lancer à mes chers confrères, c'est de toujours rester focus et de ne jamais abandonner aussi, comme l'a dit tout à l'heure mon ami. Franchement, parce que aduna dafa tollu foo xamante ne wut xam-xam rek moo mën a may nit mu yegg fenn. Parce que dafa toll foo xam ne dafa nekk tendance. Xam-xam dafa nekk tendance actuellement. Parce que si tu veux qu'on te reconnaisse à ta juste valeur, il faut que il faut que nga servir àdduna, nga servir sa environnement, servir sa dëkk. Am dara loo xamante ne dañ ko apporter mu doon loo xam sa benn empreinte en quelque sorte. Si tu veux réussir, il ne faut jamais, au plus grand jamais abandonner. Comme l'a dit tout à l'heure Nasser. Never give up. Franchement, never give up. Faut jamais abandonner. Faut jamais dire non avec NON. Franchement. Ouais, c'est très, très dur, mais il faut toujours essayer de tenir le coup quand même. Toujours se donner les moyens. Voilà. Merci beaucoup pour nos deux jeunes brillants étudiants en développement web. Nous avions été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Nous le même. Aujourd'hui, avec la rubrique Tech. Alors aujourd'hui, nous avions parlé de deux rubriques, la rubrique Agriculture, Terre fertile, main verte et la rubrique Tech. Nous avions eu comme invité Hassan Goumbala, Boubacar Mardiba, Thierno Cissé, qui sont tous de jeunes étudiants. Ceux-là sont des étudiants en développement web et en informatique de gestion. Et le premier qui était là était étudiant en 5e année d'ingénieur spécialité agronomie. Nous avions été heureux, nous avions été très ravis de vous recevoir. Et la matinale éducative, comme j'ai tendance à vous le dire, le 10h midi, c'est l'émission qui est là pour le rendez-vous du donner et du recevoir en partage d'expériences, de rencontres, d'invités de marque et surtout en renforcement de culture générale. Merci encore de votre fidélité à notre programme matinal et disons-nous à bientôt pour de nouvelles rubriques et de nouveaux invités de marque. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10